Et bonsoir à tous, Tolkien Dilly. Désolé pour cette petite coupure. Je suis Eka, membre d'association Tolkien Deal et responsable de la chaîne Twitch. Et ce soir, je serai avec Simon, qui sera votre hôte ce soir, pour nous présenter un article des plus passionnants qu'il a rédigé et qui est présent sur notre site. Plutôt un essai, pour être correct. Et puis voilà. Bah, c'est ça, Comment ça va, exactement. Simon, ce soir? Bah, je suis un peu stressé, mais sinon, ça va. Et comme on disait, pas besoin de stress ce soir, tout va bien se passer. Bonsoir, Limbayré. Eh bien, je t'en prie, Simon, présente-nous ton article sur un sujet vachement sympathique pour un mardi soir. Alors déjà, bah, je vais peut-être commencer par me présenter. À moins que tu voulais le faire, mais bon, je peux le faire. Donc en fait, moi, je suis Simon de l'association Tolkien Deal. Donc je suis co-responsable de la section essai du site. Alors d'habitude, je m'intéresse beaucoup aux cartes et à la géographie de la Terre du Milieu. Mais en fait, je me suis aussi beaucoup intéressé aux textes de Tolkien inédits qui sont parus dans le livre The Nature of Middle-earth, qui est un livre non traduit pour l'instant en français. Et donc ce soir, je vais vous parler du vieillissement des elfes et du vieillissement de certains personnages du légendaire. Donc, bah, déjà, je voulais remercier Eka pour sa présentation. Et j'aimerais aussi remercier Arena pour la gestion de la technique. Merci à tous les deux. Je voulais aussi remercier donc, tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet, pas forcément simple, et qui m'ont motivé à faire cette présentation. Alors, il s'agit d'une introduction. Hein, voilà, c'est pas... Ce sera juste une introduction à un sujet qui est quand même un peu compliqué et embrouillé. Il y a pas mal de choses à dire, ce sera un petit peu long. Hein, voilà. Soyez patients. Et donc, Eka, voilà, si tu as des questions ou s'il y a des questions dans le chat, n'hésite pas à intervenir si vraiment je ne suis pas clair. Voilà, n'hésite pas. Il vaut mieux peut-être Revenir sur des interagir. points Ouais, c'est et ça, pendant éclaircir. la présentation, parce qu'à la fin, ça sera peut-être trop long. Voilà, alors du coup, mon exposé comporte 3 parties. Donc, je vais d'abord faire une introduction en fait au vieillissement des elfes avec une mise en contexte. Puis je vous présenterai quelques modèles de vieillissement et la réflexion de Tolkien à ce sujet, sans toutefois être exhaustif. Et enfin, nous finirons par 2 études de cas de quelques personnages du Seigneur des Anneaux. Alors Moi, pour mettre en contexte, j'ai vu les études de cas, elles sont vraiment très intéressantes parce que je me posais la question il n'y a pas longtemps. et oui, et Vas-y. on ne parlera pas de Fëanor. Hein, j'en suis fort désolé pour toi, mais voilà. Vas-y, Voilà, je donc t'en prie. alors voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, donc je rappelle les basiques. Donc en fait, Tolkien achève Le Seigneur des Anneaux en 1955 avec Le Retour du Roi. Euh, Ensuite, une fois donc son grand œuvre achevé, il se remet à travailler aux légendes du Silmarillion de manière assez active, donc à la fin des années 50. Donc certains textes datés de cette période en fait sont parus dans le livre Morgoth's Ring, non traduit pour l'instant, donc qu'on pourrait traduire par l'anneau de Morgoth. Donc en fait, donc ce livre en fait propose des textes datés des années, de la fin des années 50, et il est paru en 93, donc ça fait un moment déjà. Alors dans ce livre, on trouve en fait des textes qui sont très importants pour le sujet de ce soir, et notamment donc le texte Lois et coutumes parmi les Eldar, qui est le texte en fait qui définit les mœurs des elfes et qui fait référence partout sur Internet. On le voit très souvent cité sur Wikipédia, etc. Et par ailleurs, on trouve un ensemble de textes aussi dans Morgoth's Ring qui s'appelle Mythe transformé, voilà, qui sont très intéressants. Donc en fait, le livre The Nature of Middle-earth, donc, qui est paru récemment en 2021, contient de nombreux textes de Tolkien, certains inédits, d'autres déjà publiés. Et si vous avez déjà feuilleté ce livre, en fait, vous avez vu que certains de ces textes contiennent beaucoup de calculs, beaucoup. Pour certains, donc c'est difficile à déchiffrer, donc c'est globalement un texte certains textes sont compliqués, difficiles à lire. Et donc, au niveau du vieillissement des elfes, ce livre a changé vraiment la donne en apportant plein de nouvelles informations. Et donc, ce livre montre les hésitations de Tolkien, ses idées qui ont changeantes au fil du temps.
Et donc, les informations que je vais vous donner dans cet exposé, en fait, sont essentiellement tirées de ce livre, The Nature of Middle-earth. Alors Sachant déjà, que, alors juste un petit point, oui, nommer, c'est ce qu'on va considérer comme la version choisie de Christopher au moment où il l'édite. Contrairement, parce que voilà, on a dit que les avis de Tolkien ils changent, enfin sa considération de certains éléments change, ils sont toujours fluctuants. Ce n'est pas Tolkien qui a fait ce choix dans nommer, dans Nature. C'est vraiment, c'est des choix a posteriori. oui, c'est ça. Venant, Tu pourras... venant de la personne la plus proche de lui, hein, qu'on soit clair, mais ce ne sont pas ses choix. Ce sont les choix de Christopher. Alors, avec un petit bémol cependant, donc, en fait, Nommé a été édité par Karl Hostetler, hein. Oui, 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 en plus. Mais avec la bénédiction de Christopher Tolkien. Voilà, alors, bon, les elfes immortels. Donc, dans notre imaginaire, en fait, des elfes immortels, cela signifie que les elfes ne meurent pas. Donc, ils seraient éternellement jeunes et préservés de la mort. Mais en fait, donc ça, c'est une vision, voilà, un peu simple. Donc, en fait, c'est tout à fait faux. Et les textes de Tolkien s'en font l'écho. Et donc, pour vous démontrer ça, donc j'ai pris deux extraits de textes parmi d'autres. Donc, les Eldar étaient par nature immortels en Arda, mais n'étaient d'aucune façon insensibles au changement. Un autre extrait nous dit ceci: et la mort touchait tous les Eldar, donc les elfes, comme toute autre créature vivante en Arda, excepté les Valar. Donc voilà, qui bat en brèche en fait l'idée d'elfes vraiment immortels. C'est un peu des termes qu'on revoit dans le Silmarillion d'ailleurs, dans le chapitre sur les aînés. C'est ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, les elfes, ils ont un destin. Alors, je vais pas m'apesantir dessus, mais ils ont un destin qui est différent des humains. Donc, les elfes durent autant qu'Arda dure. Ils peuvent mourir, en fait, et sont affectés par le temps, par le passage du temps. Et en effet, donc, ce qui est certain, c'est qu'on a des arbres généalogiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des elfes qui naissent, qui vont croître, qui vont être blessés à la guerre, etc., qui vont mourir. Et par ailleurs, donc, il y a le phénomène d'effacement, voilà, failing en anglais, donc qui apparaît en fait lorsque le féa, c'est-à-dire l'esprit, consume le roi, le corps, et en fait ce phénomène matérialise en fait la disparition des elfes de notre monde. Donc disparition qui est presque au cœur du Seigneur des Anneaux. Alors Tolkien a réfléchi à la façon dont les elfes vieillissent et il a quantifié ce vieillissement assez précisément. Donc le point de départ, c'est que en fait les elfes sont naturellement soumis au même rythme temporel que les Valar. Les Valar habitent en Aman, et donc Aman en fait est soumis à, comment dire, à un temps qui est ralenti finalement. Et donc l'unité valienne c'est 144 ans, qui est l'unité de temps des Valar en Aman. Et donc en fait l'idée c'est que pour les elfes en fait une année valienne de 144 ans correspond à une année solaire pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les elfes vont vieillir à un taux qu'on peut noter de 144 pour 1. Donc je précise tout de suite qu'en fait cette notation c'est une notation de Tolkien lui-même, hein, donc que j'ai reprise. Donc dire que les elfes vieillissent avec un taux de 144 pour 1, ça veut dire que en fait un an elfique équivaut à 144 ans solaires. Et donc ce qu'on constate en fait, c'est que du coup, quand en fait donc dans la notation n1, n pour 1, en fait quand n augmente, la croissance devient plus lente. Et inversement, lorsque n diminue, la croissance devient plus rapide. Et donc typiquement, enfin le cas extrême, c'est les humains en quelque part qui vieillissent au taux 1 pour 1. Donc ça, c'est le taux normal de vieillissement. Un an de vie humaine correspond à un an solaire. Voilà, donc je ne sais pas si Eka, j'ai été clair, mais c'est ça l'idée. Oui, oui, oui. Voilà. Donc il y a une notation un peu compacte que je peux utiliser, c'est un an avec une astérisque. Ça veut dire que c'est un an elfique qui égale 144 années solaires. Voilà, alors c'est un exercice arithmétique, donc ouais, tu vois, il faut s'habituer. Mais en fait, c'est un exercice d'arithmétique qu'on connaît bien, dont on a l'habitude, mais en fait dans un tout autre contexte. Et en fait, ce contexte, c'est celui de quand on cherche l'âge équivalent humain des chiens ou des chats. Alors, vous inquiétez pas, j'ai vu les tableaux aussi, j'ai eu peur aussi, mais finalement, en vrai, ça passe. Juste, suivez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors en fait, sur ce tableau, donc on a à gauche l'âge réel de l'animal, et en fait, on va le convertir en équivalence d'âge humain.
Donc, alors on a deux. En fait, on peut avoir deux cas plus ou moins compliqués. Donc, cas simple, en fait, on a une évolution qu'on pourrait qualifier de linéaire. Donc, par exemple, c'est le cas des chiens. On peut regarder dans le tableau la colonne bleue, là, des chiens qui ont un poids supérieur à 15 kg. Et ben, en fait, l'âge équivalent humain de ce chien-là, c'est l'âge réel fois 10. Voilà. Et on peut dire que quelque part, en fait, on va appliquer un taux 10 pour 1. Alors, on peut avoir des choses plus compliquées. Par exemple, si on prend le chien dont le poids est inférieur à 15 kg, donc on a une évolution qu'on pourrait qualifier de non linéaire. Donc, jusqu'à 1 an, l'âge équivalent humain, c'est l'âge réel fois 20. Donc, on a un taux de 20 pour 1. Et ensuite, après 1 an, le taux diminue pour passer à 8 pour 1. Et donc, l'âge équivalent humain, en fait, de ces chiens, en fait, c'est l'âge réel fois 8. Donc, c'est exactement la même attitude ou la même... comment dire, la même attitude que Tolkien a envers ses elfes. C'est exactement le même type de calcul qu'on fait. Donc je vais prendre un exemple concret pour vous montrer comment ça marche. Donc l'exemple, c'est le cycle de vie d'un elfe. Alors, donc pour un elfe qui serait né à Cuivenian ou à Naman, donc avec un modèle de vieillissement tardif, donc assez sophistiqué, donc j'en reparlerai plus tard, mais donc c'est pas un modèle simple de vieillissement, c'est un modèle plutôt compliqué. Donc l'âge réel en année solaire est noté en violet et l'âge en elfique est noté en rouge. Et donc, on voit que en fait, l'elfe va atteindre sa maturité à 24 ans, donc qui sont les années 24 années elfiques, donc ce qui correspond à 72 années solaires, ici donc indiqué en violet, je répète, et donc il vieillit avec un taux de 3 pour 1. Ensuite, lorsque il passe la maturité, une année de vie elfique équivaut à une année valienne de 144 ans. Donc ça veut dire que l'elfe va vieillir à un taux très faible de 144 pour 1. Ce qui signifie qu'à 72 ans elfique, il aura atteint sa pleine stature, mais en fait ça signifie qu'il se sera passé 6984 années solaires. Voilà. Et si l'elfe continue à vivre sa vie d'elfe, et bien en fait, à 120 ans elfique commence ce qu'on appelle, dont je vous ai parlé, mais l'évanouissement, c'est-à-dire fading, effacement des elfes. Donc ici à 13 896 ans, donc vous voyez, c'est quand même assez... c'est long, voilà, exactement, c'est long. Est-ce que du coup, on pourrait considérer qu'un elfe... Enfin, est-ce que les 13 896 ans nécessaires pour le fading sont déjà passés dans la Terre du Milieu? Alors non. Non. Voilà, c'est qu'en fait, l'histoire de la Terre du Milieu ne fait pas 13 000 ans. Oui, c'est ça. En fait, si tu considères qu'un âge fait 3000 ans, en gros, et qu'il se passe 3 âges, mais vraiment pour caricaturer, il y a 3 âges en Terre du Milieu, en gros, ça fait 9000 ans. Je pensais à Círdan pour reprendre l'Imbairé. C'est que pour moi, Círdan ne fade pas encore. Oui, c'est alors vieux, mais il n'a pas fait 13 000 ans. C'est ça. Alors Círdan, c'est un cas un peu un cas à part, un cas un peu compliqué, parce que en fait, selon Tolkien, et j'y reviendrai, mais il a une barbe et donc il est dans son 3e cycle de vie. Mais j'y reviendrai. Après, entre la pleine stature et l'effacement, du coup, ou c'est encore autre chose? Ouais, c'est ça. Ça serait, oui, c'est ça. Ça serait, oui, c'est ça exactement entre la pleine stature et l'effacement, ouais, exactement. Mais sachant qu'il est né à Naaman, et donc ça complique peut-être un peu les choses. Mais bref, mais en tout cas, tu as raison. Ce qu'on peut dire, c'est en conclusion, en fait, il n'y a aucun elfe de la Terre du Milieu ou dans les Seigneurs des Anneaux qui a atteint le stade de l'effacement. Donc même en prenant le premier âge, du coup. Enfin, même en prenant les années des arbres, enfin pas les années des arbres, mais les premières années où arrivent les premiers nés en Aman, depuis l'éveil de Cuivinen. Est-ce qu'il y a vraiment un elfe qui a fait 13 000 ans? J'en doute. Oui, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, l'effacement, il est circonscrit en Aman, c'est-à-dire que finalement, en Aman, les elfes ne sont pas soumis à l'effacement. Il n'y a qu'en Terre du Milieu. Okay. C'est vrai, petite correction, tu as dit que Círdan était né en Aman, il est né à Cuivinen. Ouais, peut-être. Allez, je botte en touche pour pas dire de bêtises. Pour pas dire trop de bêtises. Ah, mais tu t'es fait corriger dans le chat. Attention, Sim. Ouais, bon. Effectivement. Vas-y, continue. Je fais confiance à l'Ibaïré. Alors, je voulais quand même soulever une petite subtilité.
c'est que en fait, il faut différencier vraiment le cycle de vie avec l'âge apparent. Alors, en fait, les âges elfiques ne sont pas strictement équivalents à un âge humain, puisqu'en effet, les elfes sont des organismes qu'on pourrait appeler de non-humains. Donc, en fait, les 120 ans elfiques, en fait, voilà, ne correspondent à rien chez l'humain, puisqu'en fait, l'humain ne peut pas vivre 120 ans. Et par ailleurs, pareil, le phénomène d'effacement ne correspond à rien chez l'être humain. L'être humain, il ne s'efface pas. Il décline, bon, peut-être qu'il atteint une sérénité à la fin, mais donc il n'y a pas ce phénomène d'effacement. Donc en fait, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de correspondance stricte entre les années elfiques et l'âge d'un humain, comme on aurait pu l'avoir pour les chats et les chiens. Et donc c'est conscient peut-être de cette difficulté que Tolkien, en fait, il a rajouté un âge humain équivalent approximatif. Et donc, pour le calculer, il faut multiplier l'âge elfique que j'ai mis en rouge ici par 3/4 et tu obtiens l'âge équivalent mortel. Donc, ce qui fait que, par exemple, un elfe de 24 ans elfique correspond à un humain de 18 ans, et puis un elfe de 72 ans elfique correspond à un humain de 54 ans. Et cette situation, ça correspond, par exemple, grosso modo au cas d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, pour donner un ordre d'idée. Sachant que, du coup, dans le Seigneur des Anneaux, on compte selon le compute de la comté, et là, du coup, on en compte en année humaine, enfin en année solaire. Ce qui fait que les elfes sont plus vieux, en soi, enfin, si on... Oui, c'est ça. Alors, oui, tu as raison, au niveau des calendriers en Terre du Milieu, tous les calendriers sont comptés en année solaire. Alors, je crois que sauf les elfes, qui, en fait, ont ce qu'ils appellent le yen, c'est-à-dire la grande année de 144 ans. Ouais, tout à fait. Enfin, ouais, donc, en tout cas, pour les hobbits ou les humains, bah, c'est par année solaire, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bon, alors, donc, je vous ai présenté un modèle de vieillissement un peu sophistiqué, mais on peut se poser la question, voilà, comment Tolkien en est arrivé à un tel modèle de vieillissement aussi sophistiqué? Et plus globalement, en fait, quelle réflexion l'a amené à inventer un cycle de vie aussi compliqué? Alors, je pense que le modèle que l'on pourrait appeler de modèle 0 apparaît dans le texte 11 de Mythes transformés. Donc, en fait, bon, ça reprend un peu ce que j'ai dit, mais voilà, je répète qu'en fait, un Aman, une année valienne de 144 ans solaires, était l'unité de perception du temps des Valar et des Maiar. Et ce qui est marrant, c'est que dans les textes, il est dit que c'est idem pour les animaux et les plantes. Donc les animaux et les plantes vivaient plus lentement, finalement. Et alors, du coup, les elfes, qui étaient de nature proche, en fait, des Valar et des Maiar, en fait, percevaient les temps de la même manière, même s'ils étaient nés en Terre du Milieu, à Cuivenian. Voilà, et comme je disais, effectivement, dans ce modèle-là, qui est très simple, en fait, tu vois, sur toute la durée de vie, à droite, là, j'ai mis la flèche qui représente les cycles de vie, conception, naissance, maturité, etc. Donc, tout le long de la vie de l'elfe, c'est le même taux qui s'applique. Le même taux de 144 pour 1. Et puis, donc, il y a cette idée, effectivement, que hors d'Aman, il y a disparition lorsque le Féar, c'est-à-dire l'esprit, consume le roi, mais pas un Aman, qui est quelque part le royaume béni. C'est une sorte de paradis pour les elfes. En fait, ils échappent à leur propre temporalité en allant en Aman. C'est ça, ouais. Finalement, ils vivent en accord avec leur nature, en Aman. Ok. Il y a une question de Miliawen dans le chat, c'est est-ce que la perception du temps qui passe n'est-elle pas de 9,58? Je sais jamais s'il faut penser ça ou le x144. Ah oui, ça c'est une bonne question en fait. Donc en fait, Tolkien a évolué dans ses conceptions du temps. C'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter là. Donc en fait, pour un texte donné qui a été écrit à une période donnée, tu peux avoir un taux qui est différent d'un autre texte écrit à une période plus tardive. Voilà, c'est comme ça, c'est compliqué, c'est du Tolkien. Alors, 58, c'est un chiffre rond, quoi. Ouais, mais ça, c'est bien expliqué dans mon code string, effectivement, ce fameux taux de 9,58. Gestation lente. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en prenant ce taux de 144 pour 1, en fait, Tolkien se rend compte d'une anomalie dans le légendaire. Donc, et effectivement, donc, le mariage d'Elrond a lieu en 100 du troisième âge. Donc, le mariage d'Elrond et de Celebrian. Et la naissance des jumeaux Eladan et Elrohir a lieu
en 139 du troisième âge. Donc tu vois, il y a 39 ans d'intervalle en fait entre les deux, entre le mariage et la naissance, puisqu'en fait, il faut dire que Tolkien était très conservateur, ou en tout cas, voilà. Et mariage correspondait à conception. Voilà. Bon. En tout cas, cette durée de 39 ans, finalement, elle est très insuffisante. Pourquoi? Parce que 9 mois humains, donc si on les convertit directement en 9 mois elfes, avec un taux de 100 pour 1, parce que 100 pour 1, c'est le taux appliqué en Beleriand, ou en Terre du Milieu, eh bien, ça fait 75 ans. Donc tu vois que c'est trop long. Donc ce qui fait que Tolkien, pour remédier à ce problème, en fait, il va introduire un taux de 10 pour 1 pour la gestation. Et donc, quand on refait le calcul, donc effectivement, 9 mois humains vont correspondre à 9 mois elfes à 10 pour 1, ça fait 7,5 ans. Donc là, c'est parfait. Les 39 ans sont tout à fait compatibles. Ouais. Voilà. Et c'est ça que j'ai appelé le modèle numéro 1. La Lynn Byron dit qu'elle avait en tête que la conception, elle arrivait pas au moment du mariage. Mais bon, ça, je pense que c'est vrai que du fait de sa nature catholique. Ah si, ouais, globalement, globalement, c'est ça. Mariage vaut conception. Exactement, ouais. Alors, avec Maeglin, Tolkien rencontre un problème qui est carrément plus sérieux, beaucoup plus sérieux. Donc, pour rappel, Maeglin est cet elfe, Nain Gondolin, pardon. Le grand traître de l'histoire de la Terre du Milieu, d'ailleurs. Exactement, donc c'est l'elfe, en fait, qui convoite Idril, la fille de Turgon, le roi de Gondolin, et qui finalement finit par provoquer la chute de Gondolin. Donc, tu as raison de dire que c'est le grand traître de l'histoire. Du coup, Maeglin, il est né en 320 du premier âge. Et lorsque Tuor, donc son grand rival, arrive à Gondolin, épouse Idril, en fait, c'est en 495 du premier âge. Donc on voit qu'entre les deux, il n'y a que 175 ans. Et alors, si tu convertis donc, ça au taux de 100 pour 1, ça fait que Maeglin devrait avoir 2 ans elfiques. Donc ça fait pas beaucoup, même pour un elfe, hein, tu vois, c'est un petit bébé. Donc il est impossible qu'il soit le rival de Tuor pour conquérir Idril. Donc là, pour Tolkien, en fait, se pose un gros dilemme. Et il l'écrit très bien, explicitement dans ses textes. Donc, est-ce qu'il doit changer tous les événements du légendaire, ou alors est-ce qu'il doit changer le cycle de vie elfique? Il va changer le cycle de vie, du coup. Ben ouais, c'est ça. Alors, il va plutôt privilégier cette solution. C'est-à-dire qu'il va introduire un taux de 10 pour 1 pour la croissance, entre la naissance et la maturité, et il va placer une maturité à 20 ans elfique. Mais par ailleurs, donc il va quand même un peu retoucher, il va essayer de retoucher aussi les événements légendaires. C'est vrai qu'il va ramener la naissance de Maeglin à 120, en 120 du premier âge. Alors du coup, quand on refait les calculs avec ce modèle, pour l'âge de Maeglin, en 495 du premier âge, il a 21,8 ans, il a en gros 22 ans. Et finalement, il est un peu plus jeune qu'Idril, qui a plus de 23 ans. Et ça, pour Tolkien, c'est bien, ça correspond mieux à l'histoire. En fait, la différence d'âge joue en défaveur de Maeglin. Il est plus jeune qu'elle, et donc du coup, il apparaît aux yeux de sa belle, en fait, comme un jeune blanc-bec. Donc Idril ne l'aime pas, il préfère Tuor, qui a le même âge qu'elle, et qui est même un peu plus âgé. Donc en fait, là, Tolkien, finalement, sur le cas de Maeglin, arrive à un résultat intéressant. Il est plutôt content. Donc en plus, ça renforce la raison principale du rejet d'Idril, qui est leur lien de parenté extrêmement proche. En plus, oui, c'est ça. Non seulement un cousin proche, mais en plus, t'es un genou. C'est ça, exactement. Exactement. Donc du coup, ainsi, au fur et à mesure de ses réflexions et au cours du temps, Tolkien va développer une multiplicité de modèles. Alors notamment, il va introduire des taux qui vont être multiples de 12, puisque en fait, ce chiffre, il le dit, est associé un peu à la mythologie, à la grâce des Valar. Alors il fait ça, puis sorti sur l'importance des nombres chez Tolkien, notamment. Alors, donc il introduit, d'un côté, il introduit des taux qui deviennent multiples de 12, et d'un autre côté, il se ravise et il dit que finalement, ces taux sont encombrants et tout à fait inapplicables dans le premier récit. Donc, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus de tous ces revirements,
Le légendaire est plein de cas particuliers, donc que faire pour les semi-elfes, que faire pour les Numénoréens, etc. Donc bref, comme tu l'auras compris, chez Tolkien, comme souvent, les choses sont compliquées. Donc ici, vous voyez l'ensemble des modèles envisagés par Tolkien et détaillés dans The Nature of Middle-earth, que j'ai répertorié donc, sur cette infographie. Donc, alors tous les détails se trouvent sur la page que je vous ai mis en haut là. Donc c'est On l'URL. met l'article dans le chat pour ceux qui veulent. Impec, merci. Oui, allez le lire. En fait, c'est vraiment, ça détaille tout ça. Donc je vais pas y détailler. Les autres articles de Simon dans la foulée aussi, par hasard. Comment ? Par ailleurs, tous les autres articles de ta main. Oui, bah, si vous avez un peu de temps, allez-y, allez-y. Bon, alors ce qui est clair, c'est que je vais pas les détailler tous un par un, ça serait trop fastidieux et trop long. Mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est que ce travail très méticuleux de la période Tolkien, très poussé, est malheureusement resté largement inachevé, car Tolkien a, semble-t-il, abandonné ses calculs au début des années 60. Alors, ceci étant dit, qu'en reste-t-il à la fin de sa vie ? Alors, dans un texte fameux datant d'environ de 1968, en fait, est souvent cité. Donc, il est dit que les elfes n'avaient pas de barbe avant d'entrer dans leur 3e cycle de vie. Donc là, on peut faire référence effectivement à Círdan, qui est un elfe dont on sait qu'il avait une barbe. Et ensuite, donc, le père de Nerdanel, donc, qui est le beau-père de Fëanor. Ah, finalement, tu vois, je parle de Fëanor. Tu vois, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Bon, mais Nerdan, c'est la meilleure des deux quand même, donc tant mieux. Et donc, le père de Nerdanel était une exception, puisqu'il n'en était qu'au début de son 2e cycle. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour moi, Tolkien a probablement retenu un vieillissement en 3 cycles. Et les 3 cycles correspondent, ou correspondraient, donc ça c'est mon hypothèse, à la répartition commune à tous les modèles ou presque, qui est donc premier cycle, la croissance, second cycle, l'âge adulte, et puis 3e cycle, l'âge de la maturité et de la sagesse. Voilà. Alors, donc je vais maintenant aborder la dernière partie de l'exposé. Et donc je vais m'attarder sur le dernier modèle. Et donc ce modèle est intéressant parce qu'il concerne en fait essentiellement les personnages du Seigneur des Anneaux. Donc c'est pour ça qu'il me paraît important et intéressant pour un large auditoire. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc regardons un petit peu ce dernier modèle qui a été forgé pour le Seigneur des Anneaux. Donc, alors je rappelle un peu le contexte de création de ce modèle. Donc c'est un texte qui a été publié dans Nature of Middle-earth. Ce texte est daté du 15 août 1965, donc on est bien après l'apparition de la première édition en 1955. Mais par ailleurs, ça correspond en fait à la période de travail de Tolkien sur la 2e édition, qui sera publiée en octobre 1966. Donc en fait, la petite histoire, c'est que à cause de l'édition pirate aux États-Unis, en fait, Tolkien a été obligé d'amender le texte pour des raisons de légaux en fait de droit. Il a été obligé de modifier un peu le texte du Seigneur des Anneaux, enfin de le retravailler. Et donc, il a produit une seconde édition. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette seconde édition, finalement, elle a occulté la première édition, puisque c'est la version actuelle du Seigneur des Anneaux. Quand vous lisez aujourd'hui le Seigneur des Anneaux, vous le lisez en seconde édition. Et à la fois en version originale et en version française. Article dessus dans l'archéologue numéro 8. Ah oui, tout à fait. Première et 2e édition. Oui, un article d'ailleurs excellent que j'ai relu pour faire cet exposé. Donc effectivement, Tolkien a fait des petites modifications qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je vais en parler par la suite. Alors à droite, vous voyez, j'ai mis donc le modèle. Donc ce dernier modèle que j'appelle le modèle numéro 4, donc qui s'applique au personnage du Seigneur des Anneaux. Et donc c'est dans ce modèle, dans le contexte de ce modèle, que Tolkien en fait a ajouté un âge humain équivalent approximatif dont j'ai parlé précédemment, voilà, où en fait on multiplie l'âge elfique par 3/4 pour avoir l'âge humain équivalent. Voilà, donc en fait c'est un modèle essentiellement où vous êtes avec un taux de 3:1 à la gestation, 3:1 à la croissance, et puis vous passez à la maturité après à un taux de 144:1. Bref, et donc nous allons voir précisément 2 cas. Donc les cas, c'est Galadriel et Celeborn et Elrond et Elros. Et l'autre cas, ce sera Arwen et Aragorn et leur fils Eldarion. Alors, donc l'étude de cas numéro 1 va concerner donc Galadriel et Celeborn et les frères Elrond et Elros. Ce sont des semi-elfes. Donc j'ai dessiné, comme tu le vois en horizontal, le temps.
donc divisé entre les différents âges de la Terre du Milieu, âge des arbres, premier âge, etc. Et en vertical, j'ai représenté l'âge en années elfiques. Donc dans les 144 ans en valien, du coup. Oui, c'est ça. En fait, l'âge elfique, en fait, c'est l'âge oui, c'est ça. Si on devait le convertir en année solaire, ça donnerait 144 ans. ça donnerait beaucoup. Ouais, ça donnerait 144 ans pour une année. Donc, mais de toute façon, regarde, j'ai fait le calcul, c'est-à-dire que, en fait, les chiffres en noir qui sont indiqués, c'est les ans, les années, enfin, l'âge elfique. Alors, si on prend l'exemple de Celeborn, donc il est représenté par une ligne verte. Donc, au début du premier âge, il a à peu près 41 ans elfique. À la fin du premier âge, il a 45 ans elfique. Et puis, à la fin du troisième âge, il a 90 ans elfique. Voilà. Et en fait, Galadriel, donc, dont la ligne de vie, on pourrait dire, est en rouge ici, et bien, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, elle est beaucoup plus jeune que Celeborn. Qu'en fait, à la fin du premier âge, elle a 28 ans, alors que Celeborn en a 45. Alors, petit détail ici, vous remarquerez donc au tout début du premier âge, en fait, Galadriel, en fait, elle est soumise à un taux de 3 pour 1. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas terminé sa croissance. Donc, la maturité étant à 24 ans, elle arrive en Terre du Milieu à 21 ans. Et donc, elle a besoin de 9 années pour compléter son cycle de croissance. Donc, elle devient adulte. 9 fois 144, du coup. Non, là, c'est... 9 années solaires. Oui, c'est ça, exactement. Okay. C'est 9 années solaires. Tu vois, si tu as 3 ans... enfin, 9 années solaires correspondent à 3 ans elfiques. Okay. Donc, elle passe de l'âge de 21 ans elfique à 24 ans elfique. Voilà, et en fait, ce qu'on peut... Donc, tu vois qu'en fait, il y a une rupture de pente, c'est-à-dire que quand le taux est faible, enfin, je ne savais pas comment les choses, mais quand... Donc 3,1, c'est un taux de vieillissement qui est rapide, donc on a une pente qui est forte, et puis un taux de 144 pour 1, c'est un taux qui est faible. Ah oui, parce que c'est le moment où elle regagne la Terre du Milieu, du coup. Elle quitte le cycle d'Aman, en fait. Oui, alors c'est plutôt lié au fait que elle doit terminer, elle a quelques années encore avant d'avoir la maturité, d'atteindre l'âge adulte. Mais je voulais juste souligner les pentes, en fait, parce que c'est important pour la suite. Donc voilà, donc la conclusion, en fait, c'est étonnant, mais Galadriel est vraiment plus jeune que Celeborn, ce qui est pas forcément évident. Il me semble, dans mon souvenir, dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas forcément si évident. On aurait plutôt tendance à dire qu'ils ont le même âge, ou même qu'elle est plus âgée. Enfin, c'est ça, de pouvoir, plus de puissance, plus de prestance. Ouais, exactement, c'est ce que j'aurais dit, vu qu'elle est même qu'ils auraient le même âge, en fait, puisque Tolkien était assez attaché en fait à avoir des couples du même âge. Donc j'aurais dit ça, mais voilà. Je précise quand même que tous les chiffres que je donne sont issus de The Nature of Middle-earth. C'est juste en fait ma présentation, donc j'essaie de rendre les choses un peu sympas et synthétiques, qui fait que, enfin, c'est pas la façon tout à fait dont Tolkien a présenté les choses. Donc je sais pas si finalement si c'est aperçu que Galadriel était beaucoup plus jeune que Celeborn. Enfin bref. Alors maintenant, dans le cas d'Elrond et de son frère Elros, donc ils sont tous les deux des semi-elfes. Alors ils sont nés en 532 du premier âge, voilà. Et donc au départ, en fait, ils vont vieillir avec le même taux que les humains, c'est-à-dire un taux 1 pour 1. Donc en fait, ils atteignent 24 ans apparent, en même temps parce que c'est des jumeaux. Et puis en 556. Et donc j'ai mis leur ligne de vie en bleu sur la figure, comme tu peux le voir. Donc, une fois passé la maturité de 24 ans, donc les deux jumeaux, en fait, pour les deux jumeaux, en fait, le rythme de vieillissement diminue et passe au taux 5,1, en fait, qui est le taux un peu arbitraire. Donc, c'est le taux que Tolkien a donné aux semi-elfes. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi le taux que Tolkien a donné aux Numénoréens d'ascendance royale. Donc, c'est ce qu'on va voir pour tous les descendants d'Elros. Okay. Enfin, ouais, Elros, c'est ça. Elros, c'est ses descendants directs. Donc, lorsque les deux jumeaux en fait arrivent à la fin du premier âge, et bien en fait là, ils doivent choisir leur destinée, puisqu'en effet, donc Elrond et Elros descendent des Édens, c'est-à-dire les humains, les nobles humains du Beleriand, des Eldar et des Maiar, et donc les Valar jugèrent que les fils d'Erendil devaient pouvoir choisir eux-mêmes leur destinée. Donc là, les deux doivent choisir, donc ils vont choisir des destins tout à fait différents. Donc Elros en fait va choisir de devenir un roi des hommes. Finalement le roi de Numénor, et donc il va vieillir, il va continuer à vieillir au même rythme que les semi-elfes, donc toujours au taux de 5 pour 1.
Donc finalement, comme je l'écris en bas, tu vois, Elros meurt en 442 du 12e âge, à l'âge très honorable et réel, en année solaire de 500 ans. Un âge Euh, biblique. Un peu, ouais. Ouais. Donc il meurt à un âge numénoréen de 95 et quelques années. Ça va. Et, C'est et vieux, par mais ça va. contre, ouais, et là, en fait, les textes finalement disent que en fait, il a choisi de se dessaisir de la vie et qu'il est encore dans sa verte maturité. Donc ça, c'est vraiment les termes utilisés par la traductrice ou le traducteur de Contes et légendes inachevées. Et donc ça correspond à un âge apparent humain, moi, que je placerais entre 50 et 60 ans. Ok. Donc en fait, tu vois, Elros, il meurt à 500 ans. Il en fait 60, quoi. En gros, il en fait 50-60. Ouais, il en fait 55, quoi. C'est ça, exactement. Euh, Et c'est à peu près, et en plus, sachant que c'est lui qui a vécu le plus longtemps, en fait, tous les rois numénoréens meurent, enfin, se lassent de la vie ou se lassent du règne et abandonnent leur vie terrestre à des âges beaucoup plus jeunes, genre une quarantaine d'années environ, enfin, si on refait le calcul. 40 ans, 30 ans. euh, Physiquement, je veux dire. Physiquement, ils ont 30-40 ans. Ah oui, physiquement, alors, ouais, je suis bien en peine de te le dire. En fait, ce qui est vrai, c'est que, en fait, Tolkien, quand on regarde, en fait, dans Contes et légendes inachevées, en fait, les dates de règne et de décès, en fait, des rois, on voit que leur durée de vie diminue peu à peu. Et finalement, le dernier sursaut, c'est avec Aragorn, en fait. Il a 120 ans. Ouais, c'est ça, il a une durée de vie 210, qui est pardon. 210. En fait, il va mourir, je vais y revenir, mais il va mourir en 120 du 4e âge. Je me rappelle plus l'âge exact, à 210 ans, je crois. Mais C'est ça, il a bref, 210 ans quand il décède. c'est ça. Et donc, du coup, quelque part, Aragorn, voilà, c'est le dernier sursaut du sang numénoréen. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ok, du coup, frère 1, il meurt à 95 ans en Numénoréen, 60 ans, et frère 2. Alors, quant à Elrond, en fait, ce qu'il fait, bon, lui, il choisit de demeurer parmi les premiers-nés, donc c'est-à-dire, finalement, c'est un elfe. Et donc, il va vieillir au même taux qu'eux. Donc, c'est le taux de 144 pour 1 qui va s'appliquer. Et alors là, conséquence très très surprenante, on s'aperçoit sur le schéma, donc la ligne bleue, que Elrond en fait est plus âgé que Galadriel. Et donc quand même, je rappelle hein, que Galadriel c'est sa belle-mère. Bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, elle pourrait être plus jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que Elrond est quand même né beaucoup beaucoup plus tard que Galadriel, puisque Galadriel en fait est née à une date inconnue finalement, mais pendant l'âge des arbres. Enfin, elle est née en Aman à une date inconnue. Donc elle est beaucoup plus âgée que Elrond, mais elle Il paraît. vieillit moins vite. Ouais, c'est ça en fait. Elrond, il vieillit plus vite que Galadriel quelque part, et donc il la rattrape en âge. Donc c'est tout à fait étonnant. Bah, surtout, tu sais ce que ça fait? C'est que ça donne raison à la série. Ouais, un peu malheureusement. Ouais. Oui, c'est ça. Alors j'ai été voir là-dessus. C'est vrai que en fait, c'est l'impression qu'ont eu les téléspectateurs en fait quand ils ont vu l'épisode 2 de la saison Même au 1. film, tout à fait. Ouais, c'est ça, parce qu'ils avaient l'impression que en fait, Elrond était plus âgé, plus expérimenté, plus sage que Galadriel. Et donc finalement, on voit que ça correspond à ce que Tolkien imaginait finalement. C'est Hmm. ça qui est étonnant. Ouais. C'est assez étonnant. Et donc, je sais pas si Tolkien s'avait vraiment aperçu de cette manière, mais là, c'est très net. Hein. C'est vraiment très net. J'ai été revoir les chiffres pour vraiment me dire oui, c'est ça, et effectivement, c'est ça. Voilà. En fait, c'est que Elrond, il est certes plus tard, mais comme il a vieilli plus vite pour sa trentaine, du fait que c'est un descendant de Zédain, le choix, en fait, il s'est fixé aux 30 ans, là où Galadriel en avait 28, et après, il est rentré dans un cycle de ralentissement. Oui, En c'est fait, ça. il En a fait, conservé son âge humain, il a pas régressé à un âge elfique. oui, c'est ça, c'est ça. Il a gardé son âge de 31 ans, il a vieilli au même taux que Galadriel. Donc dès la fin du premier âge, en fait, il était plus âgé que Galadriel. Elle. Il paraissait plus âgé en tout cas. Oui, il est pas plus expérimenté, il est juste plus âgé. Il a une expérience de vie moins longue que Galadriel. Oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà pour cette étude de cas numéro 1. Alors passons maintenant à l'étude de cas numéro 2, donc, qui concerne Arwen et Aragorn et leur fils Eldarion. Donc tu vois que sur ce graphique, donc j'ai mis
les principales dates des 3e et 4e âges en haut de la frise. Et à gauche, j'ai mis donc les personnages concernés. Alors, Aragorn et les Sards, bien sûr. Alors, j'ai différencié Arwen en tant qu'elfe et puis Arwen en tant qu'humaine, puisque, en effet, comme tu le sais, en partageant le destin de son époux Aragorn, elle devient une humaine. Elle fait l'inverse d'Elrond, du coup. Elle était beaucoup plus âgée que son époux. Mais du coup, elle décide de vieillir plus vite. Oui, c'est ça, exactement. Elle fait un choix qui est assez terrible, mais voilà. Du coup, il y a juste une question de libérer avant que tu enchaînes. Oui. 72 ans, elfique, c'est la pleine maturité. Oui, c'est ça, exactement. Ça correspond un peu à l'âge, oui, des elfes qu'on croise dans le Seigneur des Anneaux, Galadriel, Elrond, Celeborn sont vraiment dans cette phase-là de leur vie quand les personnages les croisent dans le Seigneur des Anneaux. Et deuxième question, il n'y avait pas un truc à 100 ans? Alors, en fait, dans le modèle, si, en fait, il y a un modèle qui est explicité dans Loi et coutume parmi les Eldar, qui, effectivement, en plusieurs étapes. Il y a une étape à 50 et une étape à 100, mais c'est un modèle parmi les autres. Okay. Donc, celui que je vous montre, en fait, c'est vraiment le dernier modèle, on va dire, complet que Tolkien a produit pour le Seigneur des Anneaux, ou en tout cas pour réviser le texte du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est en ce sens-là qu'il est important. C'est finalement l'ultime modèle avant plus rien, avant qu'il s'arrête. Et donc, il y a eu beaucoup d'autres modèles avant. Donc, voilà, Limbaere va voir mon article, tu verras. Alors je continue. Donc, pour les personnages, j'ai aussi mis Eldarion en bas. Voilà, donc vous avez les. Donc j'ai bien différencié ici Arwen en tant qu'elfe et Arwen en tant qu'humaine. Alors, commençons par Aragorn. Donc en fait, Aragorn, c'est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, c'est un Numénoréen, en fait, mais c'est un cas particulier, puisqu'en fait, il est né en 2931 du 3e âge. Il atteint la maturité plus jeune, en fait, que les 24 ans des Numénoréens classiques. Donc il atteint sa maturité à 20 ans, au taux 1 pour 1. Donc c'est-à-dire qu'il est majeur, adulte, on pourrait dire, en l'an 2951 du 3e âge. Ce qui fait que, en fait... Oui, excuse-moi. Alors du coup, lorsqu'il devient adulte, là, le taux qui s'applique, c'est le taux des Numénoréens, qui est un taux de 3 pour 1. C'est le taux classique, en fait, des Numénoréens. Donc, ce qui fait que lors de la guerre de l'anneau en 3019, eh ben, en fait, il a 90 ans réels, mais un peu plus de 43 ans. Et donc en fait, l'âge en année solaire, c'est les chiffres en violet. Et les âges, on va dire, numénoréens, c'est les âges en bleu. Donc, tu vois que 90 ans réels correspondent à 43 ans pour un Numénoréen. Ok. Finalement, il va mourir en 100 du 4e âge, de son plein gré, mais ça, c'est dans la première édition du Seigneur des Anneaux. Puisqu'en fait, dans la seconde édition de 1966, la date passe de 100 du 4e âge à 120 du 4e âge. Donc finalement, Aragorn vit plus longtemps. À la place de mourir à peu près 190 ans, il meurt à 210 ans. Et donc, en fait, on peut remarquer que 210 ans, c'est 3 fois 70 ans. Et selon les commentateurs, et notamment Wayne Hammond et Christian Ascul, en fait, le chiffre 70 résonne avec un passage de la Bible. Et donc, ça signifie que Tolkien, en fait, a voulu anoblir un peu plus Aragorn en utilisant ce taux de... Enfin, excuse-moi, cette durée de 70 ans. Puisqu'en fait, donc, c'est dans les psaumes, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, etc. Donc, en fait, en utilisant une référence de la Bible, Tolkien a voulu anoblir un petit peu plus Aragorn. Voilà, et il y a aussi donc tu vois, il y a ces différences entre la première édition du Seigneur des Anneaux et la seconde édition, avec un âge de décès plus tardif. Il y a juste une autre question, du coup, le taux de 5.1, c'est pas le classique des Numénoréens, c'est juste que pour Elros. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Non, parce qu'Aragorn, en fait, il arrive vraiment beaucoup plus tard que Elros, et donc du coup, c'est le fameux taux 3. Alors, ce taux de 3 pour 1, en fait, il apparaît dans Contes et légendes inachevées. C'est un taux qu'on connaissait déjà.
En fait, il n'a pas été révélé dans The Nature of Middle-earth. Il a été confirmé par Nature, du coup. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Alors du coup, Aragorn, il meurt en 120 du 4e âge, de son plein gré, comme on pourrait dire, Ouais. alors qu'il pouvait espérer vivre jusqu'à 234 ans. Alors ça, c'est un chiffre donné par Tolkien. Donc en fait, il calcule l'espérance de vie d'un Numénoréen, c'est 24 années, enfin 24 ans de maturité classique, plus 3 fois 110 ans. Et donc ça nous donne 234 ans. Donc tu vois qu'en fait, Aragorn, en faisant ça, il renonce finalement à 24 ans de règne. Il se dessaisit de la vie, voilà, il meurt plus tôt que ce qu'il aurait dû. Ok. Alors maintenant, passons à Arwen. Donc en fait, Arwen va naît en 241 du 3e âge. Donc on voit déjà qu'elle est née beaucoup plus tôt qu'Aragorn, ça paraît clair. Alors, jusqu'à sa majorité, bon, les mots, enfin, j'adapte les mots, mais c'est ça l'idée. Donc, en fait, elle vieillit à un taux de 3 pour 1, donc jusqu'à atteindre 24 ans elfique, qui est la majorité. Donc, c'est en 313 du 3e âge. Donc, à ce moment-là, elle est adulte, et donc, vient s'appliquer le taux faible de vieillissement des elfes, qui est de 144 pour 1. Et donc, ce qui signifie que lorsqu'elle va rencontrer Aragorn en 2951 du 3e âge, c'est-à-dire Aragorn est adulte, et en fait, elle a 42 ans elfiques et lui seulement 20. Donc, Voilà, donc elle est beaucoup plus âgée. Enfin... c'est ça, exactement. Et comme tu peux t'en douter, donc, ça lui plaît pas trop, quoi. Donc, elle rencontre un jeune blanc-bec. Oui. Et Ah donc, si, ça lui plaît, du coup. Tu crois? Bon. Ah, les goûts et les couleurs. Enfin, bref. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, tout n'est pas perdu pour Aragorn, qui dans l'histoire, en fait, va insister quand même, il se décourage pas. Il va insister auprès de sa belle. Et il a eu raison parce qu'en fait, Aragorn va rattraper Arwen jusqu'à atteindre le même âge qu'elle. Et lors de la guerre de l'anneau, en fait, tous les deux, comme on peut le constater sur le graphique, sont à la force de l'âge, ils ont le même âge, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 40 ans. On a Aragorn qui a 43 ans et quelques, et Arwen, finalement, qui a un peu moins de 43 ans elfique. Donc, ils ont le même âge. Ok. Et ça, c'est au moment où ils se fiancent, en vrai. Ah, bah, C'est un peu ça, avant. ouais, c'est ça, exactement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle choisit, en fait, de choisir le destin de son époux, et donc de devenir une humaine. Et donc, en fait, son espérance de vie en tant qu'elfe aurait été très, 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 très longue, incalculable. Donc, tu vois, en fait, elle aurait pu tout à fait suivre son père Elrond dans Naman à la fin du Seigneur des Anneaux, si elle n'avait pas choisi La destinée Aragorn. mortelle. Voilà, exactement. Alors, c'est Elle là où aurait ça pu... se... Les Ouais, elfes verts est resté un peu plus longtemps parce qu'on n'a pas la date de départ de Thranduil vers Aman si jamais il partait. Euh, oui. Elle aurait pu rester avec les elfes verts jusqu'à un temps certain, quoi. Mais bon, je pense que... Oui, c'est vrai. Par ailleurs, Thranduil, en fait, comment dire, Tolkien a considéré vraiment des cas particuliers et Thranduil n'en fait pas partie. Donc, il y a beaucoup de personnages, on n'en sait pas plus, hein. Alors, il y a une autre question sur un... Alors, c'est pas pour t'interrompre, mais juste une toute petite question sur Oui, un autre Numénoréen, oui, qui est Faramir, ou Boromir, ou Denethor, la lignée des Intendants, qui est censée être oui. aussi une lignée numénoréenne. Est-ce qu'elle bénéficie aussi de ce taux de Hmm. 3 pour 1, ou est-ce que, au contraire, du fait que la lignée est entre guillemets moindre que celle des rois, euh, elle est à 2 pour 1 ou 1,5, par exemple. Bah, écoute, Oh, je je sais saurais pas bien. si l'info est donnée, peut-être pas, mais Non, peut-être qu'ils ont franchement, le je même serais taux. bien en peine de te répondre. En fait, dans The Nature of Middle-earth, il n'y a aucun élément qui pointe Ok, qui vers indique la Faramir lignée. ou ouais, Ok. aucun. Donc, je peux pas te Donc, répondre. dans le meilleur des cas, il aurait l'âge d'Aragorn, soit il aurait moindre en espérance de vie. Ouais, peut-être. Je sais pas si on a de mort d'ailleurs. Bon, bref, vas-y, continue. Alors, ouais, c'est maintenant que ça devient compliqué, donc accrochez-vous, hein. Accroche-toi. Donc, c'est maintenant que ça devient compliqué. Donc, en fait, en devenant humaine, en fait, Arwen embrasse le destin de son époux, mais elle le fait comme une Numenoreenne. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose dont moi, j'avais pas pris conscience, en fait, Elle devient comme Elros, en réalité. comme, euh, finalement, comme Aragorn et comme Elros, oui. Ok. Donc, en fait, si tu veux, elle embrasse pas la destinée des humains normaux, comme moi je croyais quand j'avais lu le roman. En fait, elle embrasse la destinée d'une Numenoreenne. Ok. Euh,
et donc c'est vraiment explicité par Tolkien. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup, à son mariage, les 43 ans elfiques sont convertis, on pourrait dire, en 43 ans numénoréens. Ok. Ouais, parce qu'en fait, elle peut pas sauter d'âge. Tu vois, le temps s'écoule de manière continue. Elle peut pas sauter d'âge comme ça, voilà. Donc elle passe de Du coup, 43 ans elfique à 43 ans numénoréens. Ok. Est-ce que du coup, elle vieillit en 3 pour 1 ou en 5 pour 1? Alors, elle va vieillir comme Aragorn en 3 pour 1. Ok. Donc, ce qui fait qu'en 3021, donc, en fait, au début du 4e âge, elle a 43 ans et quelques. Et puis ensuite, et c'est vrai que elle a, comme Aragorn, une espérance de vie de 234 ans. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu en fait décéder en 151 du 4e âge, mais elle choisit un peu elle aussi finalement de se dessaisir de la vie, ou en tout cas voilà, elle choisit de partir un an après Aragorn. Donc ça c'est vraiment raconté dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc elle choisit de mourir un an après son époux, hein, en 121 du 4e âge. Et alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est de noter qu'elle meurt à un âge avancé, c'est-à-dire que elle meurt comme une Numénoréenne de 84 ans. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu étonnant. Et Tolkien dit, je crois me souvenir que c'est l'expression, c'est old woman. Donc ça veut vraiment dire que, alors il me semble, hein, bon, je prends des pincettes quand même, mais que cette idée que Arwen en fait se couche sur le tertre de Ciriné Amros comme une tu vois, comme une jeune belle femme, en fait, c'est tout à fait faux. En fait, c'est vraiment. Elle serait vraiment très très âgée, quoi. Ouais, elle meurt à un âge avancé. Donc c'est ça un peu, ça bat en brèche cette idée, voilà, qu'elle mourrait avec une apparence jeune. Alors après jeune, est-ce que c'est jeune numénoréen ou c'est jeune humain, vrai humain? Oui, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que et je crois qu'en plus il n'y a pas de conversion directe entre l'âge numénoréen et l'âge. Ah, tu l'as fait dans ton étude. Et l'âge apparent. Non, parce que c'était pour l'âge elfique. On pouvait convertir les chiffres rouges, et c'est ce que j'ai fait, tu vois, en chiffres noirs. C'est ce que j'ai fait pour Arwen Elf. Mais malheureusement, j'ai pas l'équivalent. Oui, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à son mariage, Arwen a 32 ans. Elle ressemble à une humaine de 32 ans. Puisqu'en fait, on peut convertir directement son âge elfique, 42,8. Je le multiplie par 3 quarts, j'ai 32,1 ans. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, le reste, voilà, difficile d'en dire plus. Et c'est de la supposition. Ouais, c'est ça. Donc j'ai essayé de pas trop extrapoler, voire même de pas du tout extrapoler, donc de rester vraiment dans ce que proposait Tolkien, qui est déjà assez compliqué. Tout ça, c'est expliqué de manière très, très lapidaire, très concise dans The Nature of Middle-earth, ce qui rend le texte très difficile à lire. Et donc ce genre de graphique, je pense, permet de bien comprendre ce qui se passe. Alors pour finir, donc j'ai voulu en fait rajouter Eldarion, l'héritier d'Arwen d'Aragorn. Et en fait, bon, les données d'Eldarion en fait sont associées à un autre modèle de vieillissement. Donc c'est pas celui dont je viens de parler. Mais en fait, moi je trouve ça intéressant parce que bon, déjà c'est le fils d'Arwen d'Aragorn, mais surtout elle nous aide à mieux imaginer ce que Tolkien prévoyait pour ce personnage. Donc alors dans un certain modèle de vieillissement, donc il naît en l'an 1 du 4e âge, ok. Donc jusqu'à 20 ans, il vieillit au taux humain normal, 1 pour 1. Et c'est ensuite que, une fois qu'il a passé 20 ans, en fait, il bouge plus. Donc, tu vois, comment dire, le temps ne l'atteint pas jusqu'à 60 ans, où il a toujours l'apparence d'un jeune homme de 20 ans, voilà. Ce qui fait qu'à 60 ans réel, il a encore 20 ans. Et puis, donc, il meurt à 125 ans, il a l'apparence d'un homme de 85 ans. Alors, ce qu'il faut dire, donc ça, c'est les données de The Nature of Middle-earth qui sont en contradiction avec une lettre qui date de 1972 dans laquelle l'année 220 du 4e âge est indiquée comme la fin du règne d'Eldarion. Donc, autrement dit, dans une lettre datée de la fin de la vie de Tolkien, en fait, Eldarion est encore vivant en 220 du 4e âge. Bon, bref, en tout cas, si on prend au pied de la lettre cet âge de décès à 85 ans, ce qui est tout à fait étonnant, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, Eldarion, il va rattraper un âge chez ses parents. Donc, il va quasiment à la fois mourir à la même période qu'eux et au même âge qu'eux. Donc, je trouve ça très, très étonnant. Mais c'est ce que les chiffres révèlent, en fait.
tout simplement. Voilà. Et donc, Il bah, fait une écoute, espérance de vie très faible en réalité. pour Eldarion, c'est ça? Ouais. Quand tu regardes juste sur le graphique, hein, juste la bande en taille, il est beaucoup moins large enfin, beaucoup moins longue que ses parents. Oui, alors attention, parce que les pointillés bleus, je les ai mis, c'est arbitraire, hein, la Oui, longueur. oui, oui. Mais si on considère effectivement l'âge de 125, oui, c'est carrément, finalement, il bénéficie plus du sang numénoré, hein. Hmm. Malheureusement, il s'est devenu un homme de stature moindre, quoi. Ok. Ok. Voilà, bah, écoute, ça termine un peu cette étude de cas numéro 2, donc j'espère que tu as Ça nous mieux a accroché. compris. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Quand je dis dans les quiz que Arwen, elle a 2500 et quelques de plus qu'Aragorn, en vrai, c'est un peu faux. Euh, Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu faux dans un sens, ouais. Parce que en fait, il aurait fallu reconvertir en bas 144 pour 1, quoi. Donc elle a Ouais, 29 ans de plus, en soi. 22 ans. Allez. tu- qu'est-ce que tu veux dire? Pardon, j'ai pas compris. Que Arwen a juste 20 ans de plus qu'Aragorn, pas 2500 et quelques. Non, mais justement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a le même âge. Elle a tout à fait Oui, le oui, même c'est âge. ça, c'est ça. Euh, elle- Seulement au mariage. oui, c'est ça, au mariage. Alors, ce qui est assez fou, c'est que pour une raison ou une autre, en fait, Tolkien a réussi à faire converger Ouais, les deux ouais, ouais. chronologies. Et je sais pas si, comment dire, si c'était, Vu ou ouais, si c'était conscient, s'il a trafiqué, non, ou si c'est vraiment, il a fait le calcul, puis a posteriori, il s'est aperçu que ça marchait bien. Mais c'est assez étonnant parce que c'est vrai que Tolkien, finalement, il préférait des couples tout à fait traditionnels avec des âges assez similaires, des ouais, hommes c'est plus ça. âgés généralement. Exactement, ouais, exactement. C'est ça. Tout à fait. Ok, bah je te laisse conclure. Bah oui, écoute, voilà qui clôt notre étude de cas numéro 2. Donc, je vais être très très bref en guise de conclusion. Donc, en fait, Tolkien cherchait à renforcer la cohérence interne de son légendaire, mais ce travail méticuleux, avec un effet domino sur les légendes du Silmarillion, est malheureusement resté inachevé. Voilà, donc si ça vous a intéressé et que vous voulez en savoir beaucoup, beaucoup plus, eh ben, je vous conseille voilà, d'aller lire mon essai qui est consacré au vieillissement des elfes. Euh, voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là et merci de votre attention. Merci à vous. Si vous avez des questions, posez-les. Vite, qu'on puisse, tous se reposer. Merci à Limbaire, merci à Milawen, merci à Romé Stamo de, de vos questions, de vos interventions. Il y a une question sur les chiens elfiques. Alors, on n'en connaît pas. Du coup, ça va être réglé. Euh, Est-ce que Jeanne Calment était Numénoréenne? A priori, c'est mort. Attends, Euh, Eka, mais tu rigoles, mais Ouan, le chien, il est pas elfique. il est Il pas est elfique, mais valien. bon. Ouais, donc, Il vient de Valinor. ah bah, s'il vient de Valinor, ça veut dire il a quand même un certain âge. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, justement. Mais il y a aucun moyen d'avoir l'âge de Juan. Et comme dit Limbaire, c'est un Maya incarné. Donc en vrai, il n'aurait pas d'âge. Ah, tu te moquais de moi quand je montrais le tableau des chiens et des chats, mais tu vois, finalement, on revient dessus. Oui, non, mais on y revient justement, justement. Mais ce sont des créatures sans âge, un peu comme Elrond, tu vois, genre Elrond est sans âge dans Seigneur des Anneaux. Euh, donc on imagine le couple de petits vieux Arwen et Aragorn. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouais. et du coup, ça m'a l'air bon. Ok. Oui, du coup, Erwan enfin, est jeune. Elle a 42 ans lors des événements du SDA. Ça se déroule que sur un an. Oui, c'est ça. Alors, je vous remets le graphique, effectivement. Lors du Seigneur des Anneaux, elle a une apparence elfique. Bah, c'est un peu délicat ces notions quand même à l'usage, mais elle a un âge elfique de 43 ans. Et elle paraît, enfin, elle ressemble à une humaine de 32 ans. 22. Ouais, voilà. Voilà Oui, les c'est ça. chiffres de Enfin, Tolkien. elle est pas très très âgée. Au moment du SDA, elle passe un an. Elle se marie, elle a 33 ans.
Ah oui, si, il y a une question qui était intéressante, c'était, je l'avais vu tout en haut. Alors, bonsoir, de Daïel. Je note que Tolkien fait une fixation sur le chiffre 14, qu'on retrouve dans les 14 ans pour la dernière année des lettres du Père Noël à ses enfants, les 13 nains plus un hobbit, 14, et 14 dans les 144 des elfes. Alors, euh, Bah, c'est là, un je peux répondre, si tu veux. vas-y, vas-y, je t'en prie. En fait, les 144, c'est 12 fois 12. Parce que 12 a une Voilà. certaine, comme j'ai déjà dit, 12, en fait, c'est un nombre qui a une certaine valeur dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà. Et même symbolique pour Tolkien, c'est un nombre enfin, c'est un nombre qui représente une certaine forme de perfection. Il y a pas mal de Ouais, c'est trucs ça. qui font, justement, qui font écho à pas mal de choses chez Tolkien, notamment au sens biblique. Bah voilà, on l'a dit, hein, notamment, Ouais, tout à fait, ouais. notamment bah, ces questions d'âge, ces questions de procréation qui tombent au même moment que le mariage. Voilà, ça reste des symboles importants. Bon, et ben merci Simon. J'espère que ça vous a plu. Ah, dans l'essai, je n'arrive pas à retrouver les tableaux du début sur les âges et les maturités. Celui avant qui avait résumé tous les modèles. Alors peut-être à faire un addenda du coup dans ce cas-là. Je te Non, laisse non, mais envoyer un courrier je te laisse envoyer un courrier à Simon pour te plaindre. oui. Oui, parce que tous les tableaux y figurent, hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, bon, on va Si. vous laisser Ouais. là. Je te remercie Simon, je vous remercie le Merci. chat. On se dit à bientôt pour de belles choses. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.